Bien, alors, le thème qui a été choisi pour ces nouvelles rencontres, la beauté, me semble-t-il, et je l'ai dit dans l'avant-propos, invite à ouvrir un vieux débat, le débat platonicien, sur les liens qui existent entre les catégories que sont le vrai, le beau et le bien. Jérôme Ferrari y reviendra, je l'ai dit, demain, mais je voudrais juste esquisser un commencement de raisonnement autour de ça. Platon, dans 3 de ses dialogues, qui sont le banquet, le Phèdre et le sophiste, explique que le vrai, le beau et le bien sont 3 aspects de la même réalité suprême à laquelle nous aspirons et vers laquelle nous sommes portés par un même élan qui appelle l'éros. Alors l'éros, il explique que ce n'est pas seulement le désir charnel, c'est tout ce qui donne des ailes à l'âme, et c'est donc une sorte de force motrice qui inspire aussi bien le héros qui cherche à se surpasser que le poète attaché à une œuvre impérissable ou que le scientifique à la recherche d'une vérité éternelle. Et donc la thèse de Platon, c'est que toute œuvre, qu'elle soit artistique, et il inclut toutes les formes d'art, ou scientifique, procède d'une même inspiration créatrice qui résulte elle-même du besoin d'enfanter, de prolonger notre vie par une œuvre authentiquement belle et bonne, durable, voire éternelle. Et ce qui est en jeu dans cette affaire, explique Platon, c'est finalement un désir d'immortalité. La découverte de la beauté parfaite est aussi celle de la vérité, et donc pour Platon, celle de la vertu véritable, qui est la condition nécessaire pour être aimé par les dieux. Alors je vais laisser de côté la question du bien, qui n'est pas dans mes compétences, et ce soir simplement tenter d'interroger la question de savoir si le vrai et le beau sont intimement liés, voire se rejoignent ou se confondent, en prenant l'exemple de la physique. Est-ce que la physique, si on admet qu'elle découvre des vérités de science, donc elle a un rapport avec le vrai, est-ce que ce rapport avec la vérité fait qu'elle est aidée dans son rapport avec la beauté ou pas? Alors souvent on dit, enfin c'est pas ce qu'on dit toujours, mais on entend parfois dire que la physique est belle. Alors sans doute, mais il ne faut rien exagérer. Je n'ai jamais vu mes étudiants s'effondrer en sanglots à la suite d'un spasme de réflexion esthétique qu'aurait provoqué en eux telle ou telle équation, tel ou tel théorème. Et donc il faut convenir qu'en règle générale, la prétendue beauté de la science ne provoque que des émotions mesurées. Alors, simplement, ce qui est vrai, et Marc, ce matin, on a parlé au musée Fesch, dans la discussion que nous avons eue avec Pascal Bonafou, très souvent, enfin dans toute l'histoire de la physique, depuis Kepler et même avant, les physiciens se sont demandé si la beauté d'une théorie mathématique pouvait suffire à garantir sa véracité physique. Et en fait, c'est une question qui n'a jamais cessé de les diviser. Il y a toujours eu une tension irréductible entre les esprits captivés par le charme des belles théories et ceux plus sobres, moins exaltés, qui insistent surtout sur les liens que ces mêmes théories peuvent avoir avec la nature. Donc il y a des physiciens qui mettent en avant la beauté, d'autres qui mettent en avant l'efficacité, qui a la capacité, par exemple, à faire des prédictions exactes, sans que l'efficacité doive quelque chose à l'idée même de beauté. Alors pour les premiers, ceux qui croient à la beauté, le beau est l'éclat du vrai, de sorte que l'esthétique doit être érigée au rang de principe méthodologique. Il faut chercher de belles équations. L'élégance d'une théorie demeure à leurs yeux le meilleur gage de son exactitude. Dès lors que l'équation est belle, la question de son adéquation à l'expérience n'est plus qu'une question du deuxième ordre. La beauté finit toujours par l'emporter. Alors cette phrase « la beauté finit toujours par l'emporter », c'est une phrase qu'a répétée plusieurs fois et même écrite Paul Dirac. Paul Dirac, c'était l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique. On en a aussi un peu parlé ce matin. Paul Dirac, dans les années 20, à la fin des années 20, cherchait une équation qui soit à la fois quantique et relativiste. Il cherchait une équation qui soit capable de décrire
les particules qui vont très vite, qui ont des vitesses proches de celles de la lumière. Et donc il lui fallait une équation qui soit quantique, parce que les particules obéissent à la physique quantique, et il fallait qu'elles soient relativistes, parce qu'elles allaient très vite. Donc il fallait faire une sorte de mariage entre la physique quantique et la théorie de la relativité restreinte. Mariage qui n'avait jamais été fait. Les équations qui étaient à la disposition des physiciens à l'époque n'étaient pas relativistes quand elles étaient quantiques, elles n'étaient pas quantiques quand elles étaient relativistes. Donc il fallait trouver un moyen de les associer, et il s'est mis à la recherche d'une équation belle. À la fin de sa vie, il est mort en 1984, on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'une belle équation? Alors, Dirac est quelqu'un qui parlait très peu, il était plutôt laconique. Et il a répondu, si vous êtes mathématicien, vous comprenez ce que je veux dire, et si vous ne l'êtes pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je reviendrai sur Dirac un peu plus tard, parce que, en fait, il allait un peu plus loin que ce que je viens de dire, c'était une sorte de boutade. Mais son équation, qu'il a trouvée très belle, posait des tas de problèmes, notamment parce qu'elle comportait des solutions qui correspondaient à des particules d'énergie négative. Et une particule d'énergie négative, pour un physicien, c'est absurde, ça veut dire que la masse est négative. Ça veut dire que si on exerce une force sur la particule, elle va avoir ou subir une accélération dans le sens contraire de la force. Chose qu'on n'a jamais vue. Et donc beaucoup de physiciens, comme Heisenberg, comme Schrödinger à l'époque, considérait que cette théorie que Dirac trouvait très belle, en fait, était horrible. Elle était horrible parce qu'elle conduisait à des situations absurdes, etc. Et en l'occurrence, c'est Paul Dirac qui a gagné, puisque quelques mois plus tard, après qu'il ait publié cette équation, on a découvert dans le rayonnement cosmique l'antiparticule de l'électron, qui correspondait justement à l'une de ces solutions négatives, d'énergie négative de l'équation de Dirac. Et donc il a eu vraiment de la chance, lui qui disait que la beauté et la vérité étaient la même chose, qu'il avait trouvé une équation belle qui devait donc nécessairement être vraie, a eu en quelque sorte la confirmation que son intuition était bonne par une découverte presque immédiate d'une particule à laquelle son équation venait juste de donner un statut. Simplement, cette position de Dirac, qui en l'occurrence a été couronnée de succès, est une position qu'on ne peut pas défendre de façon systématique. Parce que l'histoire de la physique a montré maintes fois que de très belles théories, enfin en tout cas des théories qu'on juge très belles, peuvent échouer sur de minables petits faits. Par exemple, la théorie de Newton de la gravitation est une théorie magnifique. Enfin, tous ceux qui l'ont apprise à l'école la trouvent très belle. Cette idée qu'on peut comprendre de la même façon la chute des corps, le mouvement des planètes et beaucoup d'autres choses par une même équation assez simple, très élégante, très économique, avec une seule constante fondamentale qui est la constante de la gravitation pour décrire tous ces phénomènes dont les apparences peuvent être très différentes. C'est une théorie magnifique. D'ailleurs, on a longtemps pensé que cette théorie était un aboutissement, c'est-à-dire qu'elle ne serait jamais remplacée par une autre théorie qu'elle-même. Eh bien, ce qui a fait tomber la théorie de Newton, c'est un tout petit fait tout bête, qui est que la planète Mercure, lorsqu'elle tourne autour du Soleil, le fait conformément à ce que les équations de Newton permettent de calculer, sauf qu'il y a un tout petit écart. Le période de la trajectoire avance de 43 secondes d'arc de plus par siècle que ce que prévoient les équations de Newton. C'est presque 0, 43 secondes d'arc par siècle, c'est un tout petit angle. Et ce minable petit fait, ce minable petit désaccord entre les prédictions de Newton et l'observation, la mesure, a suffi à faire tomber la théorie de Newton grâce à Einstein qui a compris qu'il y avait là quelque chose qui la mettait en cause. Et ça l'a conduit, avec d'autres arguments que je n'ai pas le temps de développer, à une nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qu'il a publiée en 1915, et dont Marc Lachesseray, ici, a souvent parlé. Et donc, voilà, la beauté, ça ne suffit pas. On peut être d'accord sur le fait qu'une théorie est très belle, et ça n'implique pas qu'elle soit à l'abri d'une contestation expérimentale résultant d'une mesure qui est en désaccord avec elle. D'autre part, la beauté
et on l'a dit aussi ce matin, c'est pas quelque chose qui est donné une bonne fois pour toutes. Il y a une histoire de la beauté, il y a une histoire des conceptions de la beauté. La beauté est subjective, elle est soumise à des variations historiques, et donc elle ne pourrait pas, pour cette raison-là, constituer un critère objectif en physique. Des idées trop arrêtées en matière d'esthétique peuvent même induire en erreur ou bien retarder l'acceptation d'une nouvelle théorie. Un exemple, c'est Max Planck. Max Planck, physicien allemand, qui s'intéresse à la fin du XIXe siècle à un problème sur lequel butent la plupart des physiciens, c'est le problème du corps noir. En gros, il s'agit de calculer, à partir des théories physiques de l'époque, le rayonnement, les fréquences qui sont dans une cavité, dans un four par exemple, portées à une certaine température. La couleur du four va dépendre de la température, il y a plusieurs fréquences qui sont représentées. Comment les calculer? Et Max Planck découvre en 1900 que si on fait l'hypothèse, comme ça pour voir, que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont discontinus, c'est-à-dire ils se font par petits paquets, et non pas de façon continue, comme le laissait entendre la théorie électromagnétique de l'époque, alors on peut comprendre les mesures qui sont faites sur les corps noirs. Donc il voit ça, mais pour lui c'est une hypothèse mathématique à laquelle il ne croit pas parce qu'elle heurte sa conception de la beauté. Une théorie dans laquelle les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont discontinus, c'est pas beau, ça ne lui plaît pas. Et alors même qu'il présente sa théorie à l'Académie des sciences de Prusse le 14 décembre 1900, il lui faudra presque 10 ans pour admettre qu'il avait raison. Et il a admis qu'il avait raison parce que d'autres que lui ont cru davantage que lui à son hypothèse. Et parmi ceux qui ont cru davantage que lui à son hypothèse, il y a Albert Einstein, dont le nom se retrouve à peu près partout quand on s'intéresse aux questions de physique du début du XXe siècle. Et donc on pourrait dire que Planck, là il a été bloqué, alors qu'il y avait tous les ingrédients pour se dire que c'était vraiment ça qui se passait. Il a été bloqué parce que, en matière d'esthétique, entre guillemets, il avait des idées trop arrêtées. Et donc, il me semble, je ne suis pas historien des sciences, mais il me semble que l'histoire des sciences révèle plutôt, en matière de critères esthétiques, ce qu'on pourrait appeler un nomadisme des scientifiques. C'est-à-dire que les scientifiques ne fixent jamais définitivement leurs critères esthétiques. Ils se montrent prêts à en changer si cela leur permet de s'engager dans d'autres styles de théorie jugés plus prometteuses. Il n'y a pas très longtemps, j'en parlais ici, il y a eu la découverte du boson de Higgs. Il y a beaucoup de physiciens qui trouvaient que la théorie associée à ce boson n'était pas très belle, était inélégante, il y avait des brisures de symétrie dans les théories, dans les équations. Une brisure de symétrie, c'est moins beau qu'une symétrie. Donc on a l'idée qu'une symétrie brisée casse l'esthétique de la symétrie. Et pourtant, cette théorie du boson de Higgs a eu le succès que je viens d'évoquer. Il y a aussi un épisode assez cocasse, et pour en avoir discuté avec Jérôme Ferrari, je sais qu'il y reviendra demain, mais il y a eu en 1926 une discussion entre Schrödinger, Erwin Schrödinger, un des pères fondateurs de la physique quantique, et Werner Heisenberg, auquel Jérôme Ferrari a consacré un livre qui s'appelle Le Principe. En 1926, Schrödinger publie son équation éponyme, l'équation de Schrödinger, qui est l'équation de base de la physique quantique non relativiste, qui décrit par exemple les états d'énergie de l'électron dans un atome, par exemple. Et à partir de cette équation, il développe ce qu'il va appeler une mécanique des ondes. C'est-à-dire il va considérer que les particules quantiques, ne sont pas du tout des petits corps, des corpuscules, mais que ce sont ce qu'on appelle des paquets d'ondes, c'est-à-dire des ondes de différentes fréquences qui sont superposées les unes aux autres. Là, c'est des ondes sonores. J'attends que ça passe. Et donc, pour lui, les objets fondamentaux de la physique, le mobilier ontologique de la physique, est constitué d'ondes qui se regroupent en paquets
Et ces paquets sont ce que nous appelons des particules. De son côté, en parallèle, Werner Heisenberg, en Allemagne, développe ce qu'il va appeler une mécanique des matrices, qu'il va publier. Et cette mécanique des matrices utilise des concepts mathématiques très différents de ceux de Schrödinger. Et les deux textes, les deux articles sont publiés en même temps. Et pendant les mois qui vont suivre, les deux hommes ont le sentiment d'avoir exploré des pistes complètement différentes, même opposées, et font savoir publiquement qu'ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Par exemple, Schrödinger écrit que la théorie de Heisenberg est monstrueuse, c'est son mot, car elle n'autorise plus aucune visualisation dans l'espace des processus quantiques. C'est-à-dire que la théorie de Heisenberg est tellement abstraite qu'on ne peut pas représenter par un dessin, par exemple, ce qui se passe quand un électron dans un atome saute d'une orbite à une autre. On ne peut pas faire le dessin, c'est impossible à représenter. Et donc on n'a plus aucune visualisation possible des processus quantiques. Heisenberg, lui, juge que la mécanique ondulatoire de Schrödinger est abominable. Elle est abominable parce qu'elle est justement trop ancrée sur l'idée qu'on doit pouvoir visualiser les processus quantiques. Et donc on a l'impression que ces gens ont affaire à deux théories tellement différentes l'une de l'autre que les critères esthétiques s'appliquant à l'une sont le contraire des critères esthétiques qui s'appliquent à l'autre. Jusqu'à ce qu'on finisse par démontrer, et c'est Paul Dirac qui l'a fait, le même Paul Dirac que tout à l'heure, que ces deux théories qui sont mathématiquement différentes, en fait sont physiquement identiques, au sens où elles conduisent à des prédictions parfaitement semblables. En fait, c'est la même théorie dans les deux cas. La théorie de Schrödinger est la même théorie que celle de Heisenberg, au sens où ce sont deux représentations différentes d'une même théorie physique, et quand on applique l'une ou l'autre de ces représentations à la description d'un phénomène, et qu'on essaie de prédire les résultats d'une expérience qu'on ferait sur un système, on trouve dans les deux cas exactement le même résultat. Donc ces gens avaient l'impression d'explorer des pistes complètement différentes, et en fait ils étaient comme... c'est un peu comme si vous voulez, l'Amérique avait été découverte par Christophe Colomb, qui a traversé l'océan Atlantique d'est en ouest, en même temps que par un Japonais qui aurait parcouru l'océan Pacifique d'ouest en est. Ils avaient atteint la même théorie par des cheminements et des critères esthétiques qui étaient complètement différents. Et donc, cette idée que la science produit de la beauté, comme l'art produit de la beauté, elle est vraie sans doute, mais il faut s'accorder sur ce qu'on appelle la beauté, et tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on appelle la beauté. L'art produit de la beauté, mais pas seulement, il produit des émotions. La science produit également des émotions, ce qui suffit à rapprocher les choses. Disons que il me semble que l'émotion que provoque la science, c'est celle des démonstrations, c'est celle liée aux mathématiques dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi l'émotion qu'on ressent quand on a l'impression de toucher le réel. Vous avez entendu parler au mois de février dernier de la détection des ondes gravitationnelles, qui a été annoncée le 11 février, si ma mémoire est bonne. Bon, c'est des ondes qui avaient été prédites par Einstein. On les a cherchées avec des moyens qui n'étaient pas suffisamment précis pour pouvoir les détecter. Et puis là, on a pu, grâce à un interféromètre aux États-Unis, sentir le passage d'une onde gravitationnelle qui a traversé la Terre au mois de septembre 2015. Et les physiciens qui ont fait l'analyse du signal ont pu montrer que le spectre de l'onde qui a traversé la Terre est exactement le même que celui qui avait été calculé. C'est-à-dire qu'on a pu comprendre que la source de ces ondes, ces deux trous noirs qui ont fusionné, enfin, ça provoque une émotion quand même que les calculs vous permettent de détecter, de reconnaître en temps réel des choses que personne n'avait vues avant et qui non seulement sont détectées, mais sont détectées d'une façon qui est absolument conforme aux calculs qui avaient été faits à propos de ces phénomènes. La même chose peut être dite à propos du boson de Higgs. Vous avez peut-être vu un film qui passe sur certains écrans, je ne sais pas lesquels, mais peut-être qu'on peut trouver sur Internet, qui s'intitule La fièvre des particules. C'est un film qui raconte l'aventure du boson de Higgs, comment on a construit le LHC, comment on l'a mise en route. Après la mise en route, il y a eu très vite une panne qui a cassé la machine.
ce qui a demandé une réparation qui a duré plusieurs mois, même presque 2 ans. On a remis en route la machine, on a cherché le boson de Higgs, et puis un jour on a vu apparaître une bosse dans le signal correspondant aux différentes mesures qui étaient faites. Cette bosse a monté elle est devenue un vrai signal. Et les gens ont compris le 4 juin 2012 que cette bosse, c'était pas du bruit de fond, c'était vraiment un signal. Et si vous voyez le film, vous verrez que les gens qui sont dans la salle de contrôle, qui assistent à l'émergence, l'apparition de la particule, et ils pleurent. Alors ils pleurent sans doute parce qu'ils sont fatigués, c'est beaucoup de nuits blanches, etc. Mais ils pleurent parce qu'il y a l'émotion de toucher le réel. Et toucher le réel, c'est toucher un réel qui est très lointain, c'est toucher le vide quantique, je ne vais pas entrer dans les détails. On ne reconnaît pas le boson de Higgs sur un écran comme on reconnaît sa voisine de palier dans l'escalier. Il y a toutes sortes de médiations théoriques, expérimentales, qui font qu'on est capable à la fin de dire ce truc-là bizarre, ça correspond au boson de Higgs. Et je pense que la physique, c'est ça qui la différencie des mathématiques, c'est qu'elle utilise des mathématiques, mais pas n'importe lesquelles. Et ce sont des mathématiques qui lui permettent non pas de décrire la réalité, ce qui serait un projet trop ambitieux, mais d'entrer en contact avec quelque chose de la réalité. Ce qui est déjà pas mal. Et cette rencontre, à chaque fois qu'elle se produit, et c'est pas si souvent, produit une sorte d'émotion. D'ailleurs, j'ai trouvé un texte de Bertolt Brecht, que j'ai aussi rappelé ce matin, qui est extrait d'un livre qu'il a écrit en 1945, qui s'appelle L'achat du cuivre, dans lequel il dit ceci: les gens qui ne comprennent rien à l'art ni à la science croient que ce sont là deux choses immensément différentes dont ils ignorent tout. Ils s'imaginent rendre un service à la science en lui permettant d'être sans imagination, et ils croient faire progresser l'art en empêchant quiconque d'en attendre de l'intelligence. Il se peut que tel homme ait un don particulier pour une discipline particulière, mais il n'est pas d'autant plus doué dans cette discipline qu'il est plus incapable dans toutes les autres. Même si l'humanité a dû souvent et longtemps se passer du savoir comme de l'art, il reste que l'un et l'autre sont essentiels à ce que nous considérons être l'humain. Il n'existe personne qui soit totalement dépourvu de savoir, et il n'existe personne qui soit totalement dépourvu d'art. Fin de citation. Et donc, pour prolonger cette discussion presque improvisée sur la beauté en physique ou en mathématiques, moi je pense que la question, il faut la reporter à la question de savoir pourquoi les physiciens utilisent les mathématiques et d'où vient que les mathématiques sont un langage efficace pour toucher la réalité. Vous écrivez des équations dans un coin, en fait ces équations se développent dans des espaces abstraits, qui peuvent être des espaces qu'on construit mathématiquement, faites des calculs compliqués, vous venez ensuite dans le réel empirique faire des expériences, et assez souvent, le résultat des expériences, dans le réel empirique dans lequel vous êtes, l'espace à 3 dimensions habituel, se trouve être égal au calcul abstrait que vous avez fait dans un autre espace. Est-ce que c'est un miracle? Ou est-ce que ça s'explique? C'est un peu ça la question que je voudrais poser rapidement. Et cette question, elle se pose finalement depuis 4 siècles, depuis que Galilée a écrit un texte dans un livre qui s'appelle L'Essayeur, que je pense que vous avez tous entendu ou lu. Un texte assez court, enfin je vais en lire un extrait assez court, qui est le suivant. La philosophie est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, ce livre est écrit en langue mathématique, et ces caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques, sans lesquels il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot, sans lesquels on est vraiment dans un labyrinthe obscur. Donc l'idée de Galilée, c'est que le langage de la nature, c'est les mathématiques, plutôt la géométrie. Bon, c'est pas la géométrie qui va tout de suite donner des résultats, mais il a cette idée, assez dingue quand on y pense, que pour comprendre la diversité des phénomènes, il faut utiliser les mathématiques. Et ce qui va m'intéresser dans les 5 minutes qui viennent, c'est
l'adverbe qu'il utilise à la fin du texte, qui est humainement, sans lesquels il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Que veut dire humainement? Il se trouve que Galilée n'en reparle plus et ne livre pas l'interprétation qu'il voulait donner à ce mot humainement. Vous voyez qu'on peut le comprendre de deux façons différentes. Soit je considère que les mathématiques sont le langage de l'homme, une sorte de langage raffiné, précis, économique, dense, qui permet de condenser sous forme d'équations courtes des choses beaucoup plus longues. Et donc les mathématiques sont le langage de l'homme et de sa raison. Et c'est ce langage que nous allons utiliser pour interroger la nature, première hypothèse. Ou bien les mathématiques sont le langage de la nature, et l'homme doit l'apprendre pour comprendre la nature. Et donc la question c'est, est-ce que les mathématiques sont du côté de l'homme, ou est-ce qu'elles sont du côté de la nature? Et ça, c'est une question qui a intéressé pas mal de philosophes, notamment Kant. Alors je ne vais pas vous abreuver de citations parce que on est en vacances tous, plus ou moins, enfin vous plus que moi, mais Kant, dans la critique de la raison pure, dans l'introduction, il dit carrément ce qu'il pense. Il dit, et puis cite Galilée, il dit les mathématiques sont du côté de l'homme. C'est la raison humaine qui s'exprime par le biais des mathématiques. Et nous allons demander à la nature de se plier à notre entendement. Il y a une phrase absolument incroyable. Il incombe à la raison de se faire respecter. Vous vous rendez compte? La nature doit respecter notre raison. Nous, on cause mathématiques, donc elle va causer mathématiques. Elle va cracher des nombres pour nous. Donc la raison doit se faire respecter, elle doit s'adresser à la nature en tenant d'une main ses principes, et de l'autre main l'expérimentation qu'elle a conçue d'après ses principes, sert pour recevoir les enseignements de cette nature, mais pas à la façon d'un écolier qui se laisse dire tout ce que veut le maître. La raison doit se comporter comme un juge qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur soumet. Incroyable. Ça veut dire que faire une expérience ou une mesure en physique, d'après Kant, c'est une opération active. C'est pas l'enregistrement, la sténographie de grandeur qui serait indépendante de la mesure qu'on en fait. Faire une mesure, c'est obliger la nature à répondre aux questions que notre raison lui pose. La nature ne sait pas ce que c'est qu'un ampère, ne sait pas ce que c'est qu'un volt, mais on veut lui faire cracher des ampères et des volts. Voilà. Alors que si au contraire vous considérez que les mathématiques sont du côté de la nature, faire une mesure, c'est simplement enregistrer des grandeurs qui sont dans la nature. C'est une opération passive et non plus active. Et donc vous voyez que selon le sens qu'on donne au mot humainement, le statut de ce qu'on appelle une expérience change complètement. Je ne vais pas vous parler de physique quantique, mais en physique quantique, la question de la mesure est une question vertigineuse. Qu'est-ce que c'est que faire une mesure? Est-ce que c'est une opération passive ou active? Est-ce que quand on obtient un résultat après avoir fait une mesure, ce résultat ou cette grandeur était déjà une propriété de l'objet avant la mesure, ou est-ce que c'est le fait de la mesurer qui l'a déterminé? C'est des questions vertigineuses, mais qui font écho à cette question de savoir où se situe le sujet qui fait des mesures par rapport à la nature qui fournit les résultats. Alors, la question que je voudrais poser rapidement, en moins d'un quart d'heure, parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on se perde trop dans la complexité, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut expliquer l'efficacité des mathématiques en physique? Est-ce qu'on peut la comprendre? Et ce que j'appelle l'efficacité, c'est en gros le fait d'être capable de prédire les résultats d'une expérience. Alors il se trouve que cette question, elle a déjà été posée sous des formes différentes au cours de l'histoire. À ma connaissance, mais je me trompe peut-être parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas historien des sciences, mais il me semble que Kepler la pose à sa façon en disant que peut saisir l'esprit humain à part les nombres et les grandeurs. Et donc l'idée de Kepler, qui a été reprise par Feynman, d'ailleurs Feynman, grand physicien, prix Nobel après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'idée de Feynman s'inspirant de Kepler, c'est que
si nous utilisons les mathématiques en physique, ça n'est pas parce que nous en savons beaucoup sur la nature, mais parce que nous en savons très peu. En fait, c'est les seules choses qui nous soient accessibles. La nature est d'une complexité abyssale, elle est diverse, elle imprime nos sens de toutes sortes d'impressions, de sensations que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais dans ce fatras, dans ce chaos, il y a deux, trois choses qu'on peut comprendre grâce au nombre et aux mathématiques. Par exemple, on peut exprimer des lois physiques. Il y a une autre façon de poser la question, qui est celle que Einstein a formulée à différentes reprises. Einstein, vous savez, il était fasciné par la question que je viens de poser. Il était fasciné qu'on arrive à comprendre. On ne devrait rien comprendre. Le monde devrait se donner à nous sous une forme complètement chaotique, insaisissable par la pensée. Et Einstein s'émerveille du fait qu'on est capable de comprendre quand même beaucoup de choses. Pas tout, mais beaucoup de choses. Et même à la fin de sa vie, en 52, il est mort en 55, en 52, il écrit une lettre à son ami Maurice Solovine. Maurice Solovine, c'est un des membres de l'Académie Olympia qu'il avait formé à Berne en 1902, quand il était tout jeune employé au bureau des brevets. Il réunissait 2-3 amis pour discuter de textes de physique ou de philosophie. Maurice Solovine en faisait partie. Ils sont restés amis toute leur vie, ils ont correspondu jusqu'à la fin. Et voilà ce qu'écrit Einstein et Maurice Solovine le 30 mars 1952. Tu trouves curieux que je considère l'intelligibilité du monde comme un miracle et comme un mystère éternel. Mais comprends-moi, a priori, est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à un monde chaotique, tout à fait insaisissable par la pensée? Donc même à la fin de sa vie, Einstein s'étonne que les équations marchent. À une autre occasion, je n'ai pas noté la date, il écrit ceci: comment est-il possible que les mathématiques, qui sont un produit de la pensée humaine et sont indépendantes de toute expérience, puissent s'adapter d'une si admirable manière aux objets de la réalité? La raison humaine serait-elle capable, sans avoir recours à l'expérience, de découvrir par la pensée seule les propriétés des objets réels? Einstein est presque en train de dire là, en tout cas il pose la question, il est presque en train de dire que pour trouver une théorie physique, on n'a pas besoin d'expérience. Il faut juste réfléchir. Et il a pratiqué une chose que Galilée avait déjà pratiquée lui-même, qui est ce qu'on appelle une expérience de pensée. L'expérience de pensée, c'est pas une expérience mentale, c'est je postule qu'une certaine théorie est vraie, ou une certaine loi est vraie, et j'essaie de deviner par la pensée ce qu'elle impliquerait dans une situation dont je ne peux pas faire l'expérience. Et je regarde les conséquences. Si elles sont absurdes, c'est que la loi dont je suis parti mérite d'être interrogée. Et peut-être que je vais pouvoir découvrir ainsi des failles dans la façon dont nous comprenons les théories. Par exemple, c'est une question qui se pose à l'âge de 15 ans, qu'est-ce qui se passerait si j'étais à cheval sur une onde électromagnétique? C'est une histoire de pensée, parce qu'on ne peut pas se mettre à cheval sur une onde électromagnétique. Et la question, c'est qu'est-ce que je verrais? Et la réponse qu'il trouve à 15 ans, c'est je serais un peu comme un surfeur qui glisse sur une vague. Enfin, il avance en même temps que la vague. Donc quand vous êtes sur une planche de surf qui est elle-même sur la crête d'une vague, la vague qui est devant vous est immobile par rapport à vous. La vague qui est derrière vous est immobile par rapport à vous. Donc quand vous êtes en train de faire du surf, les vagues qui vous entourent forment un système d'ondes stationnaires. Elles sont immobiles par rapport à vous. De la même façon, conclut-il, si je suis à cheval sur un rayon de lumière, sur une onde électromagnétique, je vais voir autour de moi une onde stationnaire, immobile par rapport à moi. Or, il remarque qu'il n'existe pas d'onde stationnaire, solution des équations de Maxwell, qui décrit l'électromagnétisme. Donc il comprend qu'il y a un problème par une expérience de pensée, et ce problème, il va le résoudre par la relativité restreinte. Et un peu plus tard, il va faire une autre expérience de pensée, et il va comprendre qu'un observateur, une personne qui tombe en chute libre, ne sent pas son propre poids. Donc c'est quelqu'un qui met toujours son corps en situation. Il met son corps dans des endroits bizarres. Et là, il imagine son corps en train de tomber.
Et il découvre qu'un corps qui tombe, une personne qui tombe, ne sent pas son poids, puisque les objets qui tombent avec elle, par exemple son portefeuille, la personne peut sortir son portefeuille de sa poche, le lâche, et voit que le portefeuille tombe comme lui, donc par rapport à lui ne tombe pas. Donc c'est l'apesanteur qui vous fait tomber, et en même temps le fait de tomber supprime l'apesanteur qui vous fait tomber. C'est bizarre. Ça va l'amener au principe d'équivalence. Il n'a pas fait d'expérience. Enfin, il a essayé, il est allé interroger un couvreur de Berne qui était connu pour être tombé du toit d'un immeuble de 5 étages dans une meule de foin, sans se blesser, un peu comme dans les films. Il lui a demandé si il avait senti son poids pendant la chute. Et le couvreur a répondu qu'il avait surtout eu très peur. Et oui, il a quand même énoncé ce qu'on appelle le principe d'équivalence, sans faire d'expérience, autre qu'une expérience de pensée qui est celle que je viens de raconter. Ça veut dire que notre cerveau, c'est ce que pense Einstein, a la capacité de découvrir des lois physiques. Alors, est-ce que ça veut dire que les lois physiques sont engrammées dans notre cerveau, ou est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un contact avec le réel pour les découvrir? Enfin, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il y a une autre formulation de la même question, mais qui peut prendre des formes différentes, qui a été proposée par un mathématicien français qui s'appelle J. Châtelet, qui est mort il y a quelques années, qui était un type assez remarquable, et il se posait la question suivante. À l'école, on apprend que les mathématiques, on se pose la question de savoir si c'est une science, mais c'est toujours au-dessus du reste. Là, c'est la science la plus pure. Et la question que posait Gilles Châtelet est la suivante. Comment se fait-il que la mathématique, qui, dans les sciences, est la reine des sciences, et en même temps la bonne à tout faire, même les économistes font des mathématiques, soit si utile à cette cuisinière malpropre et performante qu'est la physique? Si vous mettez les mathématiques tout en haut, très bien, elles sont une sorte de métascience, d'où vient qu'elles daignent s'appliquer en deçà d'elles-mêmes? Pourquoi elles ne restent pas là-haut? Pourquoi elles s'appliquent à cette cuisinière malpropre et performante qu'est la physique? Donc on invoque tous une hiérarchie des sciences, mathématiques, physique, biologie, etc. Pourquoi les mathématiques s'appliquent en physique? Pourquoi elles ne s'appliquent pas en biologie? Pourquoi elles s'appliquent très peu dans les sciences sociales, autrement que par la statistique? D'accord? Donc à partir du moment où vous posez la question d'une hiérarchie entre les sciences, vous voyez que la question de l'efficacité des mathématiques prend une autre tournure. Pourquoi là plutôt que là? Bon. Alors on pourrait résumer tout ça en une question que je résume de la façon suivante. Comment un ensemble de symboles abstraits, articulés par un jeu de règles précises, issus d'une activité essentiellement intellectuelle, peut-il posséder de telles règles d'adaptation au monde empirique? Alors, c'est une énorme question. Je me promets d'arrêter à 8h15, donc je vais aller assez vite. Mais cette question, elle a été l'objet d'un article qui a été publié en 1960, qui est un des articles les plus commentés sur la question. Il a été rédigé par un physicien qui s'appelle Eugène Wigner, qui s'est trouvé être le beau-frère de Dirac. Enfin, je veux dire que Paul Dirac, le même que tout à l'heure, a épousé la sœur de Wigner. Qui l'agaçait d'ailleurs quand Dirac présentait sa femme, il disait « Je vous présente la sœur de Wigner », ce qui avait le don de l'agacer. Il a écrit cet article qui s'intitule « The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Sciences ». Et on traduit ça en français par « La déraisonnable efficacité des mathématiques en physique ». Ce qui est une mauvaise traduction. Parce que quand on entend « déraisonnable », on entend en français « c'est pas raisonnable d'utiliser les mathématiques en physique, c'est déraisonnable de le faire ». Or c'est tout le contraire. C'est raisonnable de le faire puisque ça marche. Ce que veut dire Wigner, c'est qu'on n'a pas d'explication du fait que ça marche. On ne trouve pas la raison de cette efficacité. Et il conclut son article, qui fait une vingtaine de pages, il dit que l'efficacité que nous donnent les mathématiques en physique doit être comprise en termes de miracle, on parle de miracle, de dons magnifiques que nous ne comprenons pas et que nous ne méritons pas.
Et donc la thèse de Wigner, c'est que l'explication de l'efficacité des mathématiques en physique se situe au-delà des limites de notre compréhension. C'est-à-dire qu'on ne comprendra jamais d'où vient que cela marche. On ne comprendra jamais d'où vient qu'un collégien ou un lycéen qui fait des petits calculs pour un circuit électrique RLC au tableau et qui ensuite fait des mesures sur un circuit RLC sur une table d'expérience, trouve, quand il fait des mesures, si tout se passe bien, le même nombre que celui qu'elle a calculé. C'est un miracle qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui réagissent à ce propos en disant mais dire que c'est un miracle, c'est peut-être aller un peu loin, il y a peut-être des choses qu'on peut un peu comprendre. D'abord, se poser la question de savoir ce que veut dire efficace. Alors, on peut distinguer 3 niveaux d'efficacité. Le premier niveau, c'est un niveau presque trivial, c'est la capacité de prédiction, j'en ai parlé, ou de rétrodiction. Par exemple, une bonne théorie de la gravitation doit permettre de prédire les éclipses du Soleil, du futur, de rétrodire celle du passé. Si une théorie ne le fait pas, c'est qu'elle n'est pas bonne. Et donc, il s'agit en l'occurrence de sauver les phénomènes, comme on dit. Et même ce truc-là, et j'ai pas le temps d'en parler, mais même ça, c'est pas si simple. Prenez par exemple le mouvement des galaxies. Le mouvement des galaxies sur elles-mêmes, leur rotation propre, et le mouvement qu'elles ont les unes par rapport aux autres. Vous savez sans doute que les lois de la gravitation telles qu'on les connaît permettent parfaitement de rendre compte de cette dynamique des galaxies. À la condition de mettre dans les calculs 10 fois plus de masse que celle qu'on voit. Ça veut dire que si on ne met pas la masse, 10 fois plus de masse dans les calculs, on ne comprend pas la dynamique qu'on observe. Donc la théorie brute ne permet pas de rendre compte exactement de la dynamique des galaxies. Mais on a tellement confiance dans les lois de la gravitation telles qu'on les connaît, qu'on imagine qu'il existe une matière noire de nature inconnue, dont l'existence, par l'action gravitationnelle qu'elle a sur les galaxies, explique les phénomènes tels qu'on les observe. Mais si on n'avait pas, on pourrait aussi dire, d'ailleurs certains le prétendent, qu'il y a un désaccord entre la théorie telle qu'elle est et les observations, et que donc il faut changer la théorie. Et donc vous voyez, quand il y a un désaccord entre une théorie, enfin ses prédictions, et une observation, il y a 2 types de solutions. Soit une solution législative, on change la théorie, on change les lois, soit une solution ontologique. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a dans le réel des choses qu'on n'a jamais vues, qui, si elles existent, établissent l'accord entre les prédictions et l'observation. Vous voyez que cette expression « sauver les phénomènes », elle est ambiguë parce qu'il y a 1000 manières de le faire. Et ça n'est pas parce qu'une théorie n'est pas conforme aux observations qu'on doit immédiatement la liquider. C'est peut-être que les observations sont mal comprises, mal interprétées. Après tout, Galilée a montré la voie. Galilée a montré que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Donc la loi de la chute des corps de Galilée contredit l'observation. Donc l'observation, voilà, elle a un statut qui est compliqué, elle est interprétée, elle peut être victime de biais, d'erreurs d'interprétation, etc. Et donc, vous voyez, cette prédictivité, ce premier niveau d'efficacité dont je parle, lui-même est problématique. Il y a une deuxième efficacité, excusez-moi pour le jargon, c'est celle qui consiste à dire que une théorie physique est efficace si, en plus de sauver les phénomènes, elle est capable de fournir, disons, des structures explicatives. C'est une expression qui a été inventée par un mathématicien qui s'appelait René Thom, structure explicative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la théorie présente, alors pour le coup, une certaine forme de beauté. Et vous savez que le modèle standard de la physique des particules, qui a permis de prédire justement le boson de Higgs il y a quelques années, est un modèle théorique. C'est un modèle parce qu'il y a beaucoup de paramètres, donc c'est pas vraiment une théorie, avec très peu de constantes fondamentales, il y a beaucoup de paramètres, mais elle a ceci d'élégant qu'elle décrit 3 interactions fondamentales de la même façon. Ces 3 interactions sont l'interaction électromagnétique, et puis 2 interactions nucléaires, la faible et la forte, qui sont très différentes. L'interaction nucléaire, c'est pas du tout la même chose que l'interaction électromagnétique. Mais cette théorie, ce modèle standard,
les décrit toutes les trois dans le cadre de ce qu'on appelle les théories de jauge, en associant à chacune de ces interactions un groupe de symétrie mathématique. Et ensuite, le formalisme mathématique est le même dans tous les cas. Et donc, on a trois interactions très différentes qui sont mathématiquement décrites presque de la même façon. Et donc, on a une sorte d'explication, si vous voulez. On a quelque chose qui incite à penser que si ça fonctionne, alors non seulement ça prédit les phénomènes, ça sauve les phénomènes, mais en plus, ça nous laisse penser qu'il y en a quelque chose, entre guillemets, de vrai, enfin en tout cas d'intéressant. Et puis un troisième niveau d'efficacité, qui est ce qu'on appelle la générativité conceptuelle. Bon, vous cherchez des trucs, peut-être que ça ne va pas donner une théorie juste, peut-être qu'elle ne sera pas efficace, mais vous allez développer des concepts qui vont modifier la façon de résoudre certains problèmes, et peut-être avoir des retombées ou des applications dans d'autres secteurs. Un exemple particulier, c'est la théorie des supercordes. Personne ne sait si la théorie des supercordes est juste ou pas, mais son développement a fait progresser certains secteurs des mathématiques. De la même façon, en 1918, Vous connaissez l'histoire des deux gendarmes, il y en a un qui est le chef de l'autre, et il voit passer un hélicoptère, et le plus jeune gendarme dit à l'autre qui est son chef, vous avez vu chef, c'est un hélicoptère. Et le chef répond non, c'est un hélicoptère. Et le gars répond, ah, vous avez de bons yeux chef. Bon, où est-ce que j'en étais? Oui, en 1918, Hermann Weyl, il connaît la théorie d'Einstein de la gravitation, et il veut essayer d'unifier l'électromagnétisme et la gravitation un peu sur le modèle d'Einstein, en géométrisant l'interaction. Il invente des concepts, notamment le concept d'invariance de jauge, je ne vais pas le détailler, invariance de jauge, qui est justement le truc qu'on retrouve dans le modèle standard. Donc il a inventé un concept qui, dans le problème qu'il avait à résoudre, n'a pas été utile, mais a été très utile dans un autre secteur. Donc vous voyez que ce qu'on appelle l'efficacité, c'est plusieurs niveaux différents. Et quand je parle d'une façon générale de l'efficacité des mathématiques en physique, il faut entendre la combinaison de ces trois niveaux d'efficacité. Alors, il y a évidemment plein de gens qui ont essayé de répondre à la question de Wigner autrement que par l'invocation du miracle. Ceux qui invoquent Pythagore, ceux qui invoquent Platon, ceux qui invoquent Aristote, ceux qui invoquent Kant, ceux qui invoquent le naturalisme, ceux qui invoquent l'intuitionnisme, enfin, il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Mais pour conclure, je voudrais juste lancer une piste qui a été développée par un philosophe que Marc et moi on connaît bien, qui s'appelle Dominique Lambert, qui est philosophe et physicien aussi, mathématicien à Namur, en Belgique. Et il s'appuie sur des réflexions de Paul Dirac, le même Paul Dirac que tout à l'heure, décidément. Le beau-frère de Wigner, si vous préférez. Et Paul Dirac, il a écrit un petit texte en 1938, c'est-à-dire 2 ans après qu'il ait rencontré la sœur de Wigner, donc 2 ans après qu'il ait rencontré Wigner, et je pense qu'ils ont, j'ai pas la preuve de ça, mais je pense que Wigner et Dirac ont dû parler de ça ensemble. Et ce texte de Dirac s'intitule The Relation Between Mathematics and Physics. C'est notre sujet. Et il fait la remarque que les mathématiques que les physiciens utilisent ne sont pas quelconques. Ce n'est pas toutes les mathématiques. C'est certains secteurs des mathématiques, certaines axiomatiques, certains formalismes, que les physiciens, dans l'avenir, pour construire des nouvelles théories, accordent leur préférence aux branches des mathématiques qui possèdent d'intéressants groupes de transformations qui les laissent invariantes. Bon, c'est un peu du jargon, mais ce qui veut dire, c'est que les physiciens doivent s'intéresser à des structures mathématiques, à des formalismes, à des branches des mathématiques, comme il dit, qui proposent un certain nombre de grandeurs qui sont invariantes quand on change de point de vue.
quand on change de référentiel, quand on fait subir au système une transformation. Et ça, c'est le point de départ. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est intéressante et que raconte Paoli, un autre père fondateur de la mécanique quantique que connaissait bien Dirac. Dirac, je l'ai dit, était très laconique. Il parlait très peu. Il voulait ne dire que des choses vraies. Bon. Et donc, voilà. Et donc, les gens étaient toujours très, très embarrassés au moment de lancer une conversation avec lui, parce qu'il avait cette réputation. Et Paoli raconte qu'un jour, ils étaient dans le même train, l'un en face de l'autre, quelque part en Angleterre, et ils traversaient la campagne, et Paoli ne savait pas trop comment aborder Dirac. Et il a saisi l'occasion qui lui était donnée lorsque le train a traversé une prairie dans laquelle des moutons étaient en train de paître. Paoli regarde, se retourne vers Dirac et lui dit « Regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. » Dirac, qui ne veut dire que des choses vraies, regarde par la fenêtre attentivement, revient vers Paoli et lui dit « Oui, au moins de ce côté-ci. » Oui. Non, alors, ça vous fait rire, mais en fait, c'est extrêmement profond. Et c'est là que ça amène à une chose intéressante. Il y a un biologiste qui s'appelle Luc Florac, qui fait des études assez poussées avec une équipe très nombreuse aux Pays-Bas, et il étudie les mécanismes de la vision. Et ce qu'il a démontré, entre autres choses, c'est que le mécanisme de la vision, c'est pas du tout une opération passive, on le sait bien, c'est très actif. C'est-à-dire le cerveau, à partir du moment où il reçoit des photons qui viennent d'un objet que nous pouvons voir, le cerveau va faire tout un travail d'analyse. Et ce qu'a montré Luc Florac, c'est que ce travail d'analyse s'appuie sur la manipulation par des algorithmes de grandeurs invariantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je regarde, par exemple, une bouteille devant moi, j'en ai pas malheureusement, mais imaginez une bouteille d'eau, là. Si elle était posée devant moi sur la table, je dirais, tiens, c'est une bouteille d'eau. Alors que, si j'étais Dirac, avant de dire que c'est une bouteille d'eau, je devrais vérifier que quel que soit l'angle sous lequel je la regarde, elle continue d'être une bouteille d'eau. Si j'ai l'impression de voir une bouteille d'eau, je fais le tour de la bouteille, là, je vais de l'autre côté, et elle a disparu, c'est que ça n'était pas une bouteille d'eau. Autrement dit, notre vision est un processus par lequel, à partir d'un point de vue partiel sur un objet, nous inférons une conclusion générale sur l'identité de l'objet. Et donc, quand vous mettez ensemble Dirac et les travaux de Luc Florac, c'est ce que fait Dominique Lambert. Et vous avez peut-être l'idée que si nous faisons, ou si nous utilisons des mathématiques en physique, qui s'appuient sur des branches mathématiques proposant beaucoup de grandeurs invariantes, c'est-à-dire de grandeurs qui ne changent pas quand on change de point de vue, alors peut-être que les mathématiques qu'utilisent les physiciens sont un moyen qui nous est donné de détecter dans la nature des éléments de réalité invisibles. C'est-à-dire que les mathématiques en physique prolongent les mécanismes de la vision au niveau où la vision n'est plus opérante, puisque les objets sont invisibles. Et donc, les mathématiques des physiciens, qui sont celles que j'ai dites, sont capables de saisir par des grandeurs invariantes des éléments de réalité qui nous sont imperceptibles. Je vois à vos visages que je n'ai pas été clair, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Merci à vous. Merci Étienne, on va s'asseoir 2 minutes. Je vous propose, je ne sais pas l'heure qu'il est, quelle heure peut-il être voilà, 8h15, donc on va dire 5 questions, pas plus. Ça vous mènera à 8h30, 4 questions, pas plus. Alors...
bonsoir. Voilà, je voulais vous demander si vous considérez que la programmation informatique, numérique, se rapproche plus des mathématiques que de la physique ou inversement. Bon, c'est une vaste question, mais vous savez qu'on utilise beaucoup la simulation. Alors, est-ce que la simulation fait partie de ce que vous appelez la programmation informatique? Je pense que oui. Oui, on utilise énormément la simulation aujourd'hui. Et le statut, disons, épistémologique de la simulation, il est assez ambigu. C'est-à-dire que, est-ce que la simulation serait capable de réfuter une théorie? C'est-à-dire, on utilise beaucoup la simulation pour voir ce qui se passerait dans des situations auxquelles on ne peut pas accéder, par exemple, ce qui se passe dans une étoile. Est-ce qu'on peut tester de la véracité ou la véracité d'une théorie physique par la simulation? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait arriver à une situation où la simulation est le même statut que l'expérience réelle qu'on ferait et qui permettrait d'obtenir des mesures? Moi, j'en sais rien. En tout cas, il y a énormément de sciences qui s'appuient aujourd'hui énormément sur la simulation, la climatologie, la physique, beaucoup d'autres sciences. Et donc, votre question, c'est est-ce que ça se rapproche plutôt des mathématiques que de la physique? Pour des mathématiques, oui, à l'évidence. Et de la physique, ça dépend de la réponse que vous feriez à la question que je viens de poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait arriver à une sophistication de la simulation telle qu'elle puisse remplacer l'expérience et nous permettre, à la fin, de nous passer des expériences? Tout à l'heure, vous parliez de savoir si les mathématiques étaient du côté de la nature ou si elles étaient du côté de l'homme. Et après, vous avez parlé de la vision et de l'observation. Et du coup, je me demandais, si les mathématiques sont du côté de la nature, est-ce que faire des observations, en fait, ça ne nous ralentit pas dans notre recherche? Par exemple, tout à l'heure, vous parliez de la physique quantique et du modèle standard. Donc ça, on l'a découvert sans faire vraiment d'observation fine. Alors on a découvert que ça marchait très bien, toutes les théories allaient bien. Alors que de l'autre côté, la théorie de la relativité générale, c'est faite avec des observations. Et on a vu des erreurs, genre Einstein, par exemple, si je reprends ce que vous avez dit dans une autre conférence sur la constante cosmologique, je crois que c'était. Donc s'il n'avait pas levé les yeux au ciel, Einstein, s'il n'avait pas fait l'observation, il n'aurait pas mis cette constante, il aurait gardé une équation juste. Donc est-ce qu'en fait les observations ne nous ralentissent pas simplement dans notre recherche? Je crois pas, parce que la physique, ça reste une science expérimentale. Donc, sauf si... Non, je pense qu'on a besoin... faire de la physique, c'est penser qu'il y a un en dehors de l'esprit, je pense. Il y a un en dehors de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en dehors de l'esprit qui est capable de dire non à l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés d'avoir trouvé la théorie du tout, d'avoir terminé la physique, et ils n'ont plus besoin de la tester ou d'expériences qui permettent de la confronter à ce qu'on appelle le réel ou la nature. Mais votre point de vue ressemble à un point de vue pythagoricien, finalement. Si on dit que les mathématiques sont du côté de la nature, ou si on dit que la nature est mathématique, alors la question de l'efficacité des mathématiques en physique ne se pose plus. Hein, si le réel est mathématique, alors... pour le comprendre, il faut faire des mathématiques, et donc il est normal que la physique qui veut comprendre le réel fasse des mathématiques. On tourne un peu en rond. Mais il y a trop de cas dans l'histoire où le réel tel qu'il se donne à nous par le biais de l'expérience, a dit non aux gens. Non, vous vous trompez. Et cette chose qui est capable de dire non, c'est ce qu'on appelle le réel. Je suis très frappé par la citation de Kant que vous avez donnée tout à l'heure. Alors je la restitue peut-être pas très bien, qui dit que c'est la raison qui impose en fait à la nature son comportement. Et je suis frappé par cette citation, par le parallèle qu'on peut donner avec la physique quantique, où ce que j'en comprends est que quand on observe une particule, son comportement, il change dès lors qu'on l'observe, comme si quelque chose d'irrationnel se passait par le simple fait qu'on observe un phénomène quantique.
Et je voudrais avoir votre avis sur est-ce que Kant a eu l'intuition, à votre avis, de ce phénomène qu'on a observé bien plus tard dans la physique quantique? Et la deuxième question que je voulais vous poser là-dessus, c'est est-ce que, de ce point de vue-là, les mathématiques ne sont pas pour nous la façon de nous imposer ou d'imposer à la nature son comportement? Voilà, pour répondre à la première partie de la question sur Kant, je ne pense pas que Kant ait eu l'intuition de la physique quantique, je ne crois pas. D'ailleurs, la critique de la raison pure s'appuie exclusivement sur la physique de Newton, qu'il considère, si je ne me suis pas trompé dans ma lecture, comme indépassable. Non, quand Kant parle de la mesure ou de l'expérience, il parle de la raison humaine. Ce n'est pas l'appareil de mesure qui va déterminer les propriétés de l'objet, c'est la raison. C'est la raison qui commande à la nature, en gros, d'utiliser le langage de la raison. Voilà. La nature doit se plier aux exigences que la raison formule à son propos et répondre aux questions que notre raison nous conduit à lui poser. Alors que dans le cas quantique, c'est un peu autre chose. C'est pas la raison qui vient s'immiscer dans les appareils de mesure. C'est simplement que, voilà, la physique quantique a un formalisme qui nous fait apparaître que les états physiques peuvent s'ajouter les uns aux autres, peuvent se superposer. Et quand on fait une mesure, on ne voit jamais un état superposé. Et donc, l'idée qui s'est imposée, qui a été très discutée d'ailleurs dans les années 20, c'est que le fait de faire une mesure sur un système physique qui est dans un état superposé va, dans certains cas en tout cas, faire cesser la superposition. Et parmi tous les termes de la somme qui étaient a priori possibles, il n'y en a qu'un seul qui va s'actualiser. Et donc, on a une situation dans laquelle le fait de faire une mesure sur un système change l'état du système. Alors que, comme je l'ai dit, en physique classique, on avait la sensation, enfin la conviction même, que la mesure était une sténographie. Hein, on copiait, on prenait de la nature des propriétés, on connaissait de la nature par ce biais-là des propriétés qui étaient celles de la nature, ou du système en question, et qui étaient indépendantes de la connaissance qu'on en avait. Il y avait un réel objectif dont les propriétés, par exemple la vitesse d'un objet, la vitesse d'une voiture, c'est une grandeur dont on pense qu'elle est ce qu'elle est, même si on ne la connaît pas. Alors qu'en physique quantique, vous mesurez la vitesse d'une voiture, vous trouvez 70 km/h, ça ne prouve pas qu'avant la mesure, c'était 70 km/h. Ça pouvait être moins, ça peut être une superposition de plusieurs possibilités. C'est l'argument d'ailleurs que j'avais tenté d'utiliser après un PV. Mais bon, vous avez deviné le résultat, n'est-ce pas? Ça marche? Oui. Villani, dans une... Cédric Villani, dans une récente... Oui. Je vais essayer de parler. Une interview très récente qui produit la plus belle équation du monde, c'est celle de Maxwell, Boltzmann, en particulier parce qu'elle est très délicate et elle associe des éléments mathématiques tout à fait disparates. Quel est votre avis d'abord cette chose? Est-ce que c'est la démonstration qui est belle de l'équation? Et pour faire un pont avec ce que vous avez dit, ce qui est beau peut-être dans ce que Dirac fait, c'est justement de faire un pont entre, là aussi, deux histoires mathématiquement très très différentes. Ce matin, on a parlé au musée Fesch de mathématiques et de poésie. Et la poésie, comme l'avait dit je ne sais plus qui, c'est associé de mots plus qui n'ont jamais été mis ensemble. Donc est-ce que ce sentiment de la beauté, qui est d'ailleurs tout à fait historique, comme vous l'avez dit, le monde chinois, comme l'a dit François Julien, n'a pas conceptualisé le beau, restons en Occident pour l'instant. Est-ce que la beauté, c'est justement de faire des ponts qui n'ont jamais été faits? Peut-être, moi j'ai vu, enfin, vous parlez de l'interview de Cédric Villani dans La Recherche, où il explique en effet... Philo Magali, oui, pardon. Oui, je l'ai vu. Il dit que c'est l'équation de Boltzmann à laquelle il a consacré son travail de chercheur avec l'histoire de l'amortissement Landau. Et en effet, il la trouve belle mathématiquement. Il explique que son engagement dans ce travail théorique autour de l'équation de Boltzmann vient du fait qu'il l'a toujours trouvée belle
Mais vous avez remarqué, en tout cas si je l'ai bien lu, il ne définit pas la beauté. Voilà. Il dit qu'il la trouve belle, donc il assume une forme de subjectivité. Moi j'aime beaucoup l'équation de Dirac, par exemple. Mais vous voyez que la beauté, dans le cas de Dirac, elle est très liée au fait que cette équation, dans l'histoire de la physique, a agi comme un treuil ontologique. C'est-à-dire, elle a permis de prédire l'existence d'antiparticules. Ça, c'est quand même incroyable. Parce que y a des équations assez simples qui sont, alors pour le coup, de la sténographie, c'est-à-dire qui condensent de façon très résumée des phénomènes, voilà. Et donc, on a des équations qui disent le réel que nous observons de façon synthétique. Ça, c'est une chose. Mais les mathématiques en physique deviennent vraiment impressionnantes quand elles permettent de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Les antiparticules, les quarks, le boson de Higgs, les bosons intermédiaires, les ondes gravitationnelles, etc. Et alors là, quand on les découvre, telles qu'elles avaient été calculées, la question de l'efficacité des mathématiques en physique s'impose à nous sans qu'on puisse forcément mieux la résoudre qu'avant, mais elle s'impose à nous de façon très, 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 très puissante, quoi. Regardez les types de calculs que font les physiciens théoriciens qui calculent, par exemple, ce qu'on appelle les sections efficaces des collisions qui se produisent dans le LHC. Vous verrez que c'est des calculs interminables. Beaucoup sont faits par ordinateur, des rames de Feynman, etc. Ça se passe dans des espaces de Hilbert, qui peuvent avoir un nombre de dimensions infinies, qui n'ont donc rien à voir avec l'espace physique dans lequel se font les expériences. Comment se fait-il que ces calculs, là-bas, rendent compte de ce qui se passe ici? C'est comme si Platon avait raison, en fait. Il y a un monde, il y a deux mondes, en fait. Il y a le monde où il y a les calculs, les vérités intelligibles, comme il disait, le monde des idées, le monde des mathématiques, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Puis il y a le monde empirique, et ces mondes sont connectés, mais la question, c'est par quoi? Qu'est-ce qui les connecte? Qu'est-ce qui fait la médiation? Bon, en tout cas, merci. On va s'arrêter là, parce qu'on irait jusqu'au bout de la nuit. Merci franchement, Étienne. C'est toujours très, très intéressant. Très intéressant, passionnant. Et on ressort des conférences d'Étienne un peu frustré parce qu'on aimerait effectivement poser beaucoup de questions. Je vous propose de calculer là, ici, maintenant, ce qui se passe là-bas, derrière cette façade, c'est-à-dire que c'est votre repas, votre dîner qui se prépare. Je vous souhaite un bel appétit et vous retrouve d'ici 3 quarts d'heure. Merci.